Cher Alexandre, bonsoir. Alexandre Floutard, bonsoir. Je suis ravie de t'accueillir. J'ai vraiment la joie de partager. J'attendais vraiment de faire cette vidéo avec toi parce que c'est rare lorsqu'on a cette chance d'interviewer, d'interroger, de questionner un météorologiste. Voilà, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Et je trouve ça magnifique de pouvoir que tu te sois rendu disponible pour nous. Donc Alexandre, tu es venu pour une rencontre qui s'appelait AERA dans notre deuxième édition, La résonance des savoirs, de Merkabah, l'esprit de la science, et tu étais aux côtés de Monsieur Benaya et de Monsieur Jacques Michaud. Donc tu as abordé certaines choses et le fait d'être là ce soir, qu'on soit là tous les deux, c'est pour aller plus loin parce que notre curiosité, tu t'en es rendu compte dans Merkabah, que notre curiosité, ben, on veut toujours en savoir plus, quoi. Elle est là, elle est poussée. Donc, Alexandre, je vais me permettre de te présenter rapidement. N'hésite pas, d'accord, à rajouter des choses qui te tiennent à cœur et qui sont normales puisque ça fait partie de ton parcours. Donc, pour moi, tu es un ingénieur en météorologie et tu es storm chaser. Donc, c'est quoi ingénieur en météorologie? Alors, ingénieur en météorologie, bonsoir Sandrine. Ingénieur en météorologie, pour faire court, ça couvre divers métiers, dont celui qui me concerne, qui concerne plutôt la partie prévision, mais globalement, ça couvre tout ce qui est étude de l'atmosphère, tous les phénomènes météo qui peuvent s'y produire. Il y a une partie recherche et une partie opérationnelle où je travaille, qui consiste à prévoir l'évolution des phénomènes météo et avertir le public, ou en tout cas divers secteurs d'activité, sur les dangers potentiels des phénomènes météo. Voilà ce que c'est concrètement le métier d'ingénieur météorologiste. En ce qui me concerne, je suis un peu plus spécialisé pour la prévision sur l'aéronautique, donc tous les impacts qui vont affecter les vols long courrier sur les aéroports, etc. Voilà un peu, donc concrètement ce que c'est ingénieur météorologiste. Est-ce que tu es un homme de terrain ou tu es un homme dans les bureaux? Alors il y a plusieurs phases en fait dans mon parcours qui ont fait que j'ai pu faire tout au long de... Alors ça fait 10 ans maintenant que j'exerce ce métier et j'ai eu diverses occasions de faire à la fois de l'opérationnel, donc un centre opérationnel où là on est plutôt enfermé, on va dire, la partie bureau. Et puis également, en parallèle, on a des missions de recherche pour améliorer nos connaissances de l'atmosphère sur les phénomènes météo, où là, il y a une partie terrain, une partie mesure concrètement. On essaie d'aller au plus près des phénomènes météo et de mesurer euh, tout un tas de paramètres au sein des phénomènes météo. Et il y a des parties terrain. Alors j'ai pu, au long de ma... depuis ces 10 ans, j'ai eu l'occasion d'aller en Guyane pour échantillonner, pour mesurer des orages tropicaux, où là, il y avait une partie avion, une partie instrumentation au sol, diverses stations météo qu'on monte spécialement pour ces expérimentations. J'ai également pu assister, j'ai eu beaucoup de chance d'assister à une campagne de mesure sur les tornades, dont on parlera plus tard. Et là où ça consistait vraiment à approcher au maximum, euh, tout en restant bien sûr en sécurité, approcher au maximum les orages tornadiques, donc ce qu'on appelle les supercellules, qui sont assez nombreuses. La campagne était aux États-Unis, donc dans ce qu'on appelle la vallée des tornades, hein, qui concerne la partie centrale des États-Unis, où là, ça consistait un peu à chasser les orages, à trouver les orages les plus violents et à disposer des capteurs un peu partout. Il y a des capteurs qu'on doit positionner sur le passage des tornades, d'autres capteurs qui permettent de se mettre un peu plus en retrait, puis d'échantillonner tout l'orage globalement, des radars de précipitation, etc. Donc tout un tas de moyens colossaux pour essayer d'améliorer, toujours dans le même but, c'est d'améliorer la prévision, l'alerte vers le grand public. Ah, super, super. Ouais, on a plein de choses à se dire. C'est merveilleux, Alex. Et du coup, alors, en lisant ton parcours, il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellée. À quoi ressemble une station météorologique lorsqu'on est un petit garçon? Parce que tu dis que ta première station, c'est celle que tu as créée dans le jardin de tes parents. Donc, à quoi ça ressemblait? Alors effectivement, je suis tombé dans le bain de la météo assez petit. Donc d'abord, j'étais un peu passionné par la neige. Donc j'étais tout excité petit, donc ça remonte autour de mes 10 ans,
lorsque j'avais la chance d'habiter en montagne, enfin, pas en montagne, mais en petite montagne, hein, on était vers entre 500 et 600 mètres d'altitude. Donc on avait quand même encore à l'époque des épisodes neigeux qui pouvaient être remarquables. Et voilà, j'étais tout excité quand il y avait un épisode qui se préparait. Et puis au fil des mois, au fil des ans, j'ai décidé de monter ma propre station météo. Alors maintenant, avec le recul, ça me fait rigoler, mais à l'époque, alors ça consistait en quoi? Ben, tout simplement à découper des planches, donc c'était du contreplaqué à l'époque, et puis à faire une petite cabane hein, qui fait donc un petit cube de à peu près 40 cm par 40 cm. Donc il faut que ce soit aéré pour que l'air circule à l'intérieur. Donc j'avais percé des trous avec l'aide de mon père. On avait percé des trous, on avait fait une petite ouverture. Et puis j'avais placé à l'intérieur donc deux capteurs. Donc deux capteurs à l'époque, c'était pas des capteurs très fiables comme aujourd'hui. C'était des capteurs qu'on pouvait acheter qui étaient accessibles au grand public. Il y avait un thermomètre minimum maximum et un capteur d'humidité à aiguille, hein. Donc, capteur à cheveux, à l'époque, on avait des capteurs comme ça pour le grand public qui, alors, les cheveux ont la propriété de s'étirer ou de se rallonger suivant l'humidité de l'air. Et donc, j'avais le pourcentage d'humidité et je m'étais aussi fait un petit pluviomètre. Et donc, j'avais tous les jours, j'allais relever mes températures minimales, maximales, le taux d'humidité, la quantité de pluie qui était tombée. Et je notais tout ça sur un petit carnet que je m'étais fabriqué. Et voilà, je faisais mes courbes. Donc ça a duré plusieurs années, hein, jusqu'à l'adolescence. Ah, Et génial. donc voilà, j'avais installé ça au fond du jardin de chez mes parents. Et tous les matins, alors plus ou moins tous les matins, parce qu'il y avait quand même les vacances qui passaient par là, mais j'allais relever mes données. Donc en tant que, voilà, j'étais tout content d'aller ouvrir ma station météo, parce que j'avais vu ça. Voilà, j'avais déjà regardé à quoi ressemblaient les stations météo, ces abris blancs qu'on voit parfois au bord des routes, qui maintenant sont miniaturisés, mais à l'époque, il y avait des abris, ce qu'on appelle les abris Stevenson, où il y a les capteurs à l'intérieur. Ah, excellent. Donc voilà à quoi ressemblait mon abri, qui était... alors, les abris météo, on les classe selon différentes... euh, selon la fiabilité. Il y a des abris météo qui sont... Alors l'idéal, c'est un abri météo en plein champ, où il n'y a rien qui vient perturber la mesure à l'intérieur. Et donc on les classe comme ça, il y a des classes de 1 à 5, 1 étant l'abri parfait, et 5 étant par exemple un pluviomètre qui passait sous un arbre et qui peut, la mesure de pluie est bien sûr faussée. Donc avec le recul, je pense que j'avais un abri qui était de classe 3 ou 4 parce que j'étais proche de la maison, il y avait des arbustes pas loin, donc le vent était... Voilà. Mais voilà, c'était mon tout premier abri météo de passionné en tant que petit garçon. Ouais. Non, mais je trouve ça magnifique. C'est incroyable parce que, bon, c'est pas très courant et je trouve ça sublime. Je trouve ça très impressionnant. Vraiment, je trouve ça magnifique. Alors Félicitations. ensuite, c'est vrai qu'ensuite plus grand, alors c'était plutôt là, vers la fin de l'adolescence, on m'avait offert une station météo là, on va dire, semi-professionnels avec des capteurs électroniques, etc., que j'ai pu monter sur un mât et qui m'ont donné des mesures plus fiables. Ça a pris le relais donc autour de 2003, je crois. Voilà, donc après, j'ai eu une station météo, on va dire, un peu plus digne de ce nom. Voilà. Et du coup, et par curiosité, du coup, tu faisais quoi de toutes ces données? Tout petit, bon, tout petit, c'est te satisfaire ou est-ce que tu les partageais autour de toi? Qu'est-ce que tu faisais de toutes ces données? Alors à l'époque, non, je ne pouvais pas trop les partager parce qu'on était encore, c'était pas encore comme aujourd'hui où il y avait tout un tas de sites internet qui permettent justement de faciliter l'échange de toutes les connaissances et de toutes les stations météo des passionnés qui existent dans le monde. À l'époque, c'était le début de tout ça. Et donc je gardais un peu pour moi, je faisais mes petits résumés mensuels avec voilà ce qui s'est passé sur le mois. Donc sur ma station météo, donc je faisais mes petites courbes, mes petits résumés, mes moyennes, je faisais des petits calculs, jusqu'au jour où j'ai assisté avec ma grand-mère aux portes ouvertes du centre de Météo France d'Albi, donc dans le Tarn, et qui m'a permis en fait de découvrir qu'on pouvait devenir un observateur bénévole Wow, donc pour le département. Et là, on m'a donné, donc Météo France m'a donné un petit carnet yes. avec des relevés officiels. Ils sont venus aussi m'installer un pluviomètre officiel, donc à côté de la station que j'avais installée. Et tous les mois, j'envoyais mes relevés au centre départemental de Météo France.
Et donc, voilà, j'étais quand même tout fier d'envoyer. En fait, je les portais physiquement, hein, j'allais les voir tous les mois et je leur donnais mes relevés mensuels. Donc là, à partir de là, voilà, j'avais des données que je partageais avec les gens de Météo France. Et donc, qui me faisaient un état de tout ce qui s'était passé dans le département pour comparer les données aux autres stations. Donc là, j'étais quand même fier de moi et ça a commencé comme ça, on va dire, C'est le énorme. premier pas chez Météo France. Je trouve ça vraiment fantastique, c'est vraiment énorme, c'est génial. Alors du coup, on va faire un grand bond en avant. Du coup, tu as dit que tu avais fait aussi des expéditions en Terre Adélie. Et donc, du coup, ma question, je voulais savoir, est-ce que tu as rencontré des phénomènes inconnus, des phénomènes très particuliers à la situation géographique, au climat de là-bas? Voilà, est-ce que tu as rencontré ce genre de choses? Oui, alors effectivement, j'ai pu aussi faire partie d'une mission donc en Terre Adélie, qui est en fait un endroit, un observatoire scientifique où en fait on fait des relevés de tout un tas dans tout un tas de secteurs scientifiques. Donc il y a bien évidemment la météorologie et le climat, mais il y a aussi de l'ornithologie, de la glaciologie, etc. Donc, à ce qui me concerne, j'étais donc un chef de station du centre de Dumont-d'Urville, en Terre Adélie. Et effectivement, donc sur les côtes du continent antarctique, qui est un continent isolé. C'est le continent le plus hostile à l'homme, on va dire, hein, sur la planète. Et justement, à cause de sa rigueur du climat, qui est très rude pour que l'homme y habite de façon permanente. Et donc, c'est là qu'on rencontre les phénomènes météo, on va dire, les plus extrêmes sur la planète, notamment en ce qui concerne le vent, Mm. où c'est là, en fait, qu'on a relevé euh, les vents les plus forts. Alors, si je mets les tornades, on en parlera peut-être plus tard, mais à part, c'est là qu'on a les relevés des vents les plus forts sur Terre. Oui. Les tornades, c'est un cas particulier, mais en fait, il y a un phénomène météo qui est spécifique au continent antarctique et que j'ai pu observer en Terre Adélie, on peut l'observer quasiment que là-bas. Ce sont ce qu'on appelle les vents catabatiques. En fait, c'est de l'air froid qui se situe sur le plateau continental, donc au centre du continent, et l'air froid, l'air très froid, hein, là je parle d'un air froid autour de -70, -80 degrés en hiver, qui est très lourd, et donc qui dévale les pentes vraiment par gravité, donc il accélère le long de la pente et il arrive au bord des côtes avec une vitesse parfois très forte, qui peuvent dépasser les 200 ou 250 km/h pendant plusieurs heures, voire parfois ça peut durer plusieurs jours. Oui. Et alors là, évidemment, ça donne des conditions très mauvaises, hein, notamment de visibilité. Ça soulève la neige, ça fait ce qu'on appelle de la chasse-neige. Donc en fait, on n'y voit plus rien. On a une visibilité qui est proche de zéro. Donc même se trimballer sur la base à l'extérieur entre les bâtiments, ça peut être très dangereux puisqu'on ne peut plus voir des fois à 1 ou 2 mètres. Donc voilà, ça c'est un phénomène vraiment particulier, les vents catabatiques qui sont spécifiques et que j'ai découvert. Alors, je connaissais l'existence de ces vents, mais le découvrir concrètement sur place, ressentir des rafales très très fortes, c'est vraiment impressionnant. Alors d'un point de vue passionné des météos, parce que c'est quelque chose qu'on peut sentir physiquement, puis aussi ça fait du bruit, ça fait trembler les bâtiments, c'est vraiment concret quoi. On sent vraiment la puissance tout ce vent et voir aussi des paramètres mesurés, des vents qui dépassent les 200 km/h, c'est pas fréquent dans une vie, donc, et surtout une vie de météorologue. Prévoir aussi dans les bulletins qu'on faisait quotidiennement pour les gens qui étaient sur la base, de prévoir des rafales à plus de 150, c'est pas du tout courant. Mm. Donc c'est vraiment un des phénomènes qui m'a le plus marqué, niveau météorologie. Ensuite, il y a eu aussi, alors ça, c'est ce qu'on appelle plutôt un photométéore. C'est pas exactement un phénomène météorologique, ça se passe quand même dans le ciel. Là, c'est les aurores australes, pour le coup, qui se produisent surtout en hiver. Et donc, bon, ça concerne quand même, on va dire, la moitié de l'aspect météorologique. Mais voilà, c'est aussi un phénomène spectaculaire. Alors, c'est pas unique hein, au continent antarctique, hein. On peut aussi les observer sur la partie polaire de l'hémisphère nord. Mais c'est aussi quelque chose que j'ai découvert là-bas. D'accord. Et juste pour revenir au vent fort, pour donner une estimation, pour comparer par rapport à un vent chez nous fort, ça va à quelle vitesse pour voir, pour se rendre compte des 250 km/h?
Alors 250 km/h, il n'y a pas de comparaison. Alors chez nous, on parle de, quand il y a une tempête, Ouais, on parle de tempête quand on a des vents qui dépassent les 5 km/h de façon étendue spatialement. Ça concerne plusieurs départements et ça dure dans le temps. Donc pour au moins plusieurs heures, on parle de tempête. Ce d'accord, qui s'est passé en 1999, ce qui s'est passé en 2008. Il y a eu plusieurs tempêtes qui se sont succédées, hein. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle pour nous un vent violent, hein, quand ça dépasse les 5 km/h. Quand c'est généralisé, on est en vigilance orange, voire rouge, si on dépasse les 130, 120 ou 130 de façon généralisée à l'intérieur des terres. On parle de vent violent. d'accord, ok, En Terre Adélie, les 130 km/h, c'est atteint assez souvent, hein. En fait, un jour sur deux, on dépasse les 100 km/h. d'accord, ok. Donc, c'est pour montrer en fait voilà, le fossé qu'il peut y avoir entre ces phénomènes-là et les phénomènes qu'on connaît nous en zone tempérée, on va dire. Énorme. Donc 250 km/h, c'est du vent extrême. C'est des rafales extrêmes. Alors là-bas, en fait, on se rend moins compte de la violence du vent parce qu'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas il y Mm. a que des rochers et de la glace. Donc, il n'y a rien qui bouge. Si on regarde par la fenêtre, on voit rien, à part de la neige qui est soulevée. Et sinon, on ne se rend pas compte, en fait, avec visuellement de la vitesse du vent. Par contre, ça fait trembler les bâtiments qui sont tous au banni avec des câbles, hein, pour résister à ces vents-là, justement. Et à partir de, alors à force, on s'est fait des repères, à partir de 140 km/h, on a les bâtiments, les dortoirs qui commençaient à trembler. Donc on se dit, tiens, la nuit, tiens, là, on a dépassé les 140. Et le matin, on peut voir les valeurs qu'on a atteintes. Mais ce qui est aussi particulier, c'est pendant ces épisodes de vent katabatique, on peut avoir le phénomène de l'œuf. Alors, c'est un phénomène particulier où on a une grosse variation brutale du vent qui peut passer en quelques minutes de plus de 200 km/h à 5 ou 10 km/h. Ah oui. On croit que l'épisode est fini, hein. En fait, c'est des phénomènes de rouleau qui se déplacent et qui font que dans une partie du rouleau, on a un vent calme. Et quand le rouleau se déplace, on a à nouveau ces rafales de vent qui sont extrêmement puissantes. Et alors que le ciel peut être totalement dégagé. Et c'est trompeur parce que on peut se retrouver à sortir en se disant tiens, c'est fini, Mm. et en fait se reprendre ensuite une rafale. Et ça nous est arrivé, on était deux, donc on s'est fait un peu surprendre au tout début. Alors on n'a pas atteint heureusement des vitesses extrêmes, mais on était quand même proche des 200 km/h. Et on a été projeté, on était avec un collègue, on a été projeté sur la barrière de sécurité lorsque la rafale est arrivée. Et là, on l'a senti concrètement, oui. Effectivement, s'il n'y avait pas eu la barrière, on aurait, je pense, déboulé sur plusieurs mètres. Mais on sent vraiment la puissance de ce vent. On ne peut pas lutter, quoi. Enfin, voilà. C'est des choses qu'on ne rencontre pas ici, sauf dans les tornades, bien sûr. Mm. Ok, waouh, quelle expérience, mon cher Alex. Bon. Et alors, du coup aussi, puisque moi je suis très curieuse par rapport à tout ce que tu as vécu et tout ce que tu fais, c'est quoi un storm chaser? C'est quoi exactement cette passion de la tornade? Alors, un storm chaser, oui, alors c'est vrai qu'en français, on pourrait traduire ça par chasseur d'orage. Chasseur d'orage, alors ça m'est venu justement de ma première expérience aux États-Unis. Là, par contre, en tant que météorologue, où je suis parti là-bas pendant la campagne Vortex 2, donc qui consistait, comme je l'expliquais un peu avant, à mesurer, à échantillonner les tornades pour comprendre un peu le fonctionnement, qu'est-ce qui va déclencher une tornade dans un orage ou pas. Euh, et donc, de retour en France, j'ai voulu me mettre à ça. Ça m'a marqué. Et en fait, ça consiste tout bêtement à chasser les orages. Voilà, donc en fait, on sort avec... alors moi, j'ai un appareil photo maintenant depuis quelques années. Ça consiste à... Alors, pas toujours des tornades, parce qu'en France, on va dire avoir un cliché de tornade, c'est quand même le Graal pour un chasseur d'orage, hein. C'est vraiment c'est très très rare. Mais voilà, il y a d'autres phénomènes autour des orages qui peuvent être spectaculaires, hein, et visuellement, qui donnent des formes de nuages très particulières, des formes de rouleaux, des Mm. éclairs aussi. Il y a des éclairs qui sont magnifiques. Il y a l'aspect aussi un peu excitant, c'est-à-dire parce qu'il y a un côté dangereux dans les orages, hein. On peut se faire foudroyer, on peut se faire renverser par des rafales de vent, il y a un risque d'inondation, mais bon, le risque de foudroiement, c'est quand même celui qui est le plus aléatoire et on ne peut pas trop se prémunir contre ça. Donc voilà, il y a une espèce
de limite à jauger chaque fois. Est-ce qu'on n'est pas trop proche de l'orage pour pas risquer de se faire foudroyer non plus, quoi. Donc voilà, ça consiste en gros à faire des photos d'orage en se rapprochant au maximum, mais en restant quand même en marge des phénomènes les plus dangereux, quoi. Donc ça permet d'avoir des clichés qui sont parfois assez jolis. Mm. Alors, faut savoir aussi que là, il faut quand même une des qualités qu'on doit avoir, c'est la patience, parce que tout le monde s'imagine que dès qu'on va chasser un orage, on revient avec des photos magnifiques. C'est pas souvent le cas. On peut prendre 500 photos et en sortir une ou deux qui sont assez jolies. Voire parfois, il y a des sorties où on passe à côté, où on choisit la mauvaise direction et on se fait avoir par la météo, hein, tout simplement. Voilà, donc il y a un petit côté aussi, un petit côté excitant de savoir qu'est-ce qu'on va trouver. Voilà. Et puis, toujours être en parallèle, en fait, avec le suivi de situation. Donc, en tant que météo, c'est quand même assez excitant, on va dire. Voilà. Pour notre curiosité, mon cher Alex, est-ce que tu pourras nous partager 2 photos que je pourrais mettre à la fin de la vidéo? Bien sûr, avec plaisir. Bien, merci beaucoup, super. Hem, donc du coup, il y a aussi alors donc dans cette rencontre, comme je précisais que tu ne pour laquelle tu es venu, à Merkaba l'Esprit de la Science, il y avait tu vois, il y a une question qui voilà, qui venait, pardon, excuse-moi, c'est, est-ce que d'où vient le vent? Et pourquoi, lorsque le vent forme, alors on parle bien sûr par rapport au vortex, aux tornades, d'où vient ce vent? Et pourquoi tout de suite, alors je ne sais pas, j'ai pas tes termes à toi, hein, tu as le droit de me reprendre, et dès qu'il y a le cumul de ce vent, de cette force, pourquoi tout de suite la forme de la spirale? Est-ce que ma question est claire? Oui, oui, bien sûr, tout à fait. Alors, pourquoi le vent? Alors, c'est une vaste question, mais pour répondre simplement, en fait, le vent, c'est simplement la réponse d'un déséquilibre qui existe dans l'atmosphère. Mmh. Si, alors, pour faire simple, mais le soleil va chauffer la Terre, hein, par ses rayons, et du fait que la Terre est sphérique, ça va plus chauffer la zone équatoriale que la zone polaire. Donc, de ce fait, il y a un déséquilibre entre des zones surchauffées, l'équateur, et des zones moins chauffées qui sont les pôles. Et donc, tout ça, ça crée des pressions différentes. Et donc, le vent a pour but de rééquilibrer ces pressions. Donc, le vent, en fait, dès qu'il y a du vent, c'est simplement pour rétablir un déséquilibre qui s'est créé. Et le vent va permettre de rétablir cet équilibre. Voilà. En gros, c'est toujours ça. Dès qu'il y a du vent, c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part, qui se traduit par des pressions. On entend souvent dans les médias, maintenant dans les bulletins météo, le terme de anticyclone ou dépression. En fait, ça correspond à des zones de haute pression, anticyclone, des dépressions, des basses pressions. Ben, le vent a simplement va circuler entre les deux pour D'accord, combler le déficit de pression qu'il y a dans les dépressions. D'où vient la spirale maintenant? Alors, il y a en météo, en fait, tout est spirale. Si on résume bien, et c'est en faisant Merkaba que j'ai essayé un peu d'aller voir ce que j'allais dire, mais je me suis rendu compte que vraiment tous les phénomènes météo, à différentes échelles, finissent en tout cas dans une forme de spirale. Alors après, le vent va circuler plus ou moins vite autour de ces spirales, et on peut dire que généralement, les phénomènes sont grands, et plus la spirale va circuler lentement. Et plus les tourbillons sont petits, et plus le vent va circuler assez vite. Voilà, c'est pas vrai à 100%, mais généralement, c'est ce qu'on peut appliquer sur les schémas de météorologie. alors est-ce Et que excuse-moi Alex, j'essaie de comprendre. Est-ce que c'est le vent qui tourbillonne et qui forme le tourbillon ou est-ce que le vent accompagne la spirale? alors, il y a un problème là, c'est un problème d'œuf et de poule, Pardon. effectivement, parce que le vent va créer un tourbillon, il va s'organiser en tourbillon, et du fait de ce tourbillon, il y a des phénomènes qui peuvent amplifier D'accord, le déséquilibre et accélérer le tourbillon. Donc en fait, le tourbillon peut évoluer lui-même et peut s'auto-alimenter, on va dire, hein, il peut s'auto-amplifier. C'est des boucles de rétroaction. Et voilà, donc c'est un effet d'emballement qui peut se produire dans certains cas. Et voilà, donc, mais sinon, pourquoi la spirale? En fait, c'est tout simplement parce que la Terre tourne. Voilà. Le fait que la Terre tourne, ça va créer des spirales. d'accord. On connaît parfois
on parle de la force de Coriolis. En Mhm. fait, c'est dû à la rotation de la Terre. Donc, les dépressions, elles vont s'enrouler. Euh, Si la Terre ne tournait pas, le vent il irait tout droit des hautes pressions vers les basses pressions. On n'aurait pas ces jolies formes de dépression là qu'on voit en forme d'escargot, parfois dans les bulletins météo à la télé. Alors, il faut savoir qu'elles s'enroulent autour des basses pressions dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord, et c'est l'inverse dans l'hémisphère sud. Donc une dépression va tourner différemment selon de quel côté de l'équateur on se trouve. Alors ça, c'est vrai pour les gros phénomènes. Maintenant, si on se rapproche des tornades, hein, c'est la partie intéressante de la vidéo, eh bien là, par contre, on peut avoir un sens de rotation qui va être différent, même si on est dans un hémisphère donné, parce que c'est plus complètement la rotation de la Terre qui va guider la rotation de la tornade. On est à la petite échelle. Et donc là, c'est des phénomènes un peu plus complexes qui entrent en jeu. Mais en fait, on pourra trouver la plupart du temps dans l'hémisphère nord des tornades qui tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, hein, en fait. Et parfois, ça peut arriver, il y a des tornades qui vont se créer dans l'autre sens. Voilà, mais c'est pas la majorité, mais c'est pas impossible, c'est rendu possible par les lois de la physique. Mais concrètement, sur le terrain, la majorité des tornades tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mmh. OK. Et je sais pas, me vient par la tête là comme ça, comment tu mesures une tornade? Est-ce que c'est par, son volume? Est-ce qu'il y a du coup, est-ce que c'est la masse d'air? Est-ce que je sais pas, c'est comment tu mesures pour dire: «Bah, ça, c'est une grande, petite tornade» ou est-ce que c'est la puissance du vent? Voilà, j'avais envie de poser la question. Oui, tout à fait, c'est une bonne question, hein, parce qu'en fait, alors visuellement, la première chose qui nous frappe dans une tornade, ça va être sa taille, son diamètre. Euh, alors généralement, les grosses tornades de gros diamètre sont quand même les plus fortes. Mais il peut arriver que des petites tornades de petit diamètre, alors quand on dit petite tornade, c'est quoi? Ça peut être quelques dizaines de mètres, voire 100 ou 200 mètres de diamètre. D'accord, Et OK. les très grosses tornades, hein, les plus grosses tornades qu'on a pu observer, qui ont été observées aux États-Unis, là on approche les diamètres qui dépassent le kilomètre. Wow. Donc Mmh. ça, c'est ce qu'on appelle les wedge tornadoes, là, les tornades vraiment très larges qui font des dégâts énormes parce qu'elles ont un diamètre forcément plus grand et donc elles font des dégâts sur une plus grande surface. Et voilà, mais comment on caractérise une tornade? Ça va être par la force des vents. Mais comme on ne le mesure pas directement, on n'a pas, très rare qu'une tornade passe sur une station météo. Souvent, ça passe entre les mailles du filet. Donc, on a une autre méthode pour mesurer la force des tornades. On le mesure par provoque. En fait, on arrive à estimer, selon la nature des maisons qui ont été rasées, est-ce que ça a réussi à faire voler des voitures? Est-ce qu'il y a simplement des arbres qui ont été étêtés, qui ont été arrachés? Voilà, donc en fonction des dégâts, on a une échelle de classification qui permet d'estimer la force des vents à l'intérieur de la tornade. Donc on est toujours sur une fourchette en fait de vent et donc on les classe, il y a l'échelle de Fujita, donc un peu comme tout à l'heure, je parle des abris météo. En météorologie, on aime bien classer les choses et donc là les tornades, on les classe donc de 0 à 5. Donc il y a 6 classes de tornades, donc de EF0 pour les plus petites jusqu'à EF5 pour les tornades qui font le plus de dégâts, hein. Donc là, c'est des maisons rasées, voilà, là, c'est les dégâts extrêmes. Et donc, on a des fourchettes de vent pour chacune de ces classes de tornades. Et donc, ça va, la plus petite tornade, on peut avoir des vents autour de 100 km/h. Et les plus grosses, on peut dépasser les 400 ou 500 km/h. Mmh. Mais on OK. n'a pas de moyens précisément pour mesurer ce vent. Ouais. Ouais. Il a peut arriver quand même que, alors avec un radar de précipitation, hein, c'est des antennes qui tournent et qui permettent de détecter les précipitations. Comme les tornades font voler des objets, elles font aussi voler les gouttes de pluie, et donc on arrive à mesurer la vitesse de ces gouttes de pluie qui sont dans la tornade, et donc on peut, mais là il faut être très proche, hein, vraiment c'est dans les cas de terrain où il y a eu des mesures expérimentales, on a pu estimer des mesures, des valeurs de vent à plus de 450 km/h. Ah ouais. Waouh. Voilà. Mmh. Donc là, ça fait effectivement des très gros dégâts. Mmh.
Et donc, Et pour revenir à ce que je disais, c'est là qu'on a une pression très très faible au centre de la tornade, hein. Il y a ce déséquilibre qui est là mmh, et qui n'est pas comblé tant que la tornade est en marche, quoi. d'accord. Alors l'équilibre justement de la tornade, c'est d'avoir justement cet espace de vide avec le tourbillon et du coup, c'est vrai qu'il y avait eu cette question au cours de la rencontre, enfin moi ça m'a interpellée aussi, de savoir donc du coup, est-ce qu'on a pu palper, est-ce qu'on a pu mesurer ce vide? C'est quoi ce vide? Est-ce que c'est simplement de l'air, classique, enfin ordinaire qu'on respire tous et tout d'un coup, je sais pas, et autour de cela, s'emballe une tornade, un tourbillon, une spirale, un vent fort? Et pourquoi? Mais pourquoi dans ces cas-là, alors je vais peut-être, je sais pas, hein, si je vais loin ou pas, si tu me dis Alex, mais c'est pourquoi dans ces cas-là, on choisit, est-ce que cet espace vide, il est créé dû à la tornade ou est-ce que c'est la tornade qui se forme à cause de cet espace vide? Si on peut appeler ça espace vide, bien entendu. Alors, en fait, tu as donné la réponse dans tes questions, puisque c'est les deux. Bon, On est justement dans le cas où la tornade qui se forme peut s'emballer et provoquer elle-même encore plus de chute de pression à l'intérieur et donc encore plus de vent rapide autour de la tornade, quoi. Ça s'auto-emballe, ça s'auto-entretient tout seul. Et donc, alors, en météo, on n'aime pas parler de vide, en fait, on parle plutôt de pression, parce que vide, c'est plutôt dans l'espace où il n'y a plus de molécules d'air du tout. mmh, Là, dans une tornade, il y a toujours de l'air, simplement, il est sous une pression beaucoup plus faible. Mais ça correspondrait un peu à, oui, effectivement, à une zone où on a moins d'air, enfin, il y a moins de pression, quoi, on va dire, hein. Donc, il y a moins d'air qui appuie, mais il y a toujours de l'air, il y a pas du vide, ça rien du tout. Mais ce qui se passe, c'est qu'au départ, en fait, il faut imaginer une tornade avant qu'elle se forme, comme un rouleau invisible, bien sûr, mais quelque chose qui tourne horizontalement, un rouleau à axe horizontal qui est proche du sol, parce que le vent varie avec l'altitude, il frotte sur le sol, donc il diminue quand on est proche du sol, et cette variation de vent proche du sol, ça fait un rouleau horizontal. Et un orage qui passe par-dessus ça, l'orage, en fait, il a l'air qui monte à l'intérieur, donc c'est un peu un aspirateur, en fait, hein. mmh, Donc il aspire l'air chaud qui a pris du sol, et lui se nourrit de cet air chaud. En aspirant l'air chaud, tant qu'il y a de l'air chaud, et de l'air froid en altitude, l'orage aspire cet air chaud et il continue sa vie. Mais en aspirant cet l'air chaud, donc il fait partie, le tourbillon horizontal dont je parlais, est dans cet air chaud. Donc il arrive dans certaines conditions que l'orage aspire ce tourbillon horizontal et le fasse basculer à la verticale. mmh, Et là, on a le début de la tornade. Voilà. Et si tous les paramètres, parce que pour avoir la tornade, c'est un peu comme une recette de cuisine à la perfection. Je veux dire, on peut avoir tous les éléments, s'il y en a un seul qui n'est pas bien réglé, on n'aura pas de tornade. Ça, je parle d'humidité, de température, de pression, voilà. Il y a tout un tas de paramètres qui doivent être réunis au même moment, au même endroit. Et donc, une fois que ce tourbillon est basculé sur la verticale, si l'orage continue de l'aspirer, là, il se passe un effet patineur, c'est-à-dire comme un patineur qui va rapprocher ses bras près du corps, hein, près du corps en tournant, il va tourner plus vite. mmh, Et bien là, l'orage qui aspire le tourbillon, il va le rétrécir. Et donc, la tornade va se mettre à tourner plus vite. Et tant que cet effet de succion, en fait, est en cours, la tornade s'amplifie. Et donc, la rotation aussi fait que la pression baisse au centre de la tornade. Et ça, on peut tous le voir quand on boit du café, par exemple. On a tous fait l'expérience de remuer le sucre dans le café. Et quand on remue le café, que ce soit dans un sens ou dans un autre, hein, vous verrez, ça marche dans les deux sens, eh bien, au milieu, on a un creux. ouais, ouais, On a un creux, c'est ce qui se passe dans une tornade. Et plus on remue le café vite, et plus le creux va s'abaisser. Voilà, c'est le même phénomène, hein, qui se passe dans une tornade. Et donc, ce creux fait qu'on a une baisse de pression, et donc le vent va tourner encore plus vite. Et tant qu'on a cet effet d'emballement, la tornade va tourner encore plus vite et se rétrécir aussi, avec un minimum de pression au centre, mais au centre, pile au centre, on n'a pas du tout de vent. C'est ça qui est un peu, pas magique, hein, mais un peu spécial, parce qu'en fait, le problème, c'est que pour aller au centre, il faut traverser tout le contour de la tornade. Mais vraiment, négatif. pile au centre, on a une zone sans vent, mais par contre, qui est un effet aspirateur, quoi. Mmh, mmh. Et du coup, Alexandre, est-ce qu'on peut prédire le trajet d'une tornade?
Alors ça, c'est très compliqué. On a grosso modo la tornade suit l'orage. Hein. Ouais, ok. Alors, en plus, les orages qui donnent naissance à des tornades sont souvent des orages qui dévient du vent général, on va dire. Donc c'est un peu plus compliqué à suivre. Il dévie plus vers la droite. Mais la trajectoire exacte d'une tornade, si on est par exemple sur une route pour des gens qui sont dans un village ou dans une ville, ça va être un peu erratique. La tornade, elle va quand même osciller autour d'une moyenne, quoi, de trajectoire. Donc elle va partir une fois à gauche, une fois à droite, elle va faire une sorte de trajet qui est plus ou moins rectiligne, qui suit l'orage, mais qui peut quand même varier des fois de quelques centaines de mètres. Mm. Donc, Est-ce que du coup, c'est comme un champ magnétique, puisque est-ce que c'est provoqué par l'orage? Est-ce qu'elle suit un champ magnétique ou pas du tout? en fait, elle suit ce qui lui permet de vivre, c'est-à-dire l'orage qui aspire. Donc, si D'accord, l'orage se déplace vers une d'accord. direction, la tornade qui est dessous, alors avec une certaine inclinaison, hein, des fois, on voit des tubes qui sont un peu plus inclinés, Mhm. elle va suivre, en fait, elle va suivre ce qui va aspirer, donc l'orage. Donc, elle va Ok, rester dessous, plus ou moins en oscillant, mais elle va avoir tendance à suivre l'orage. Ouais. ok, d'accord. Ok, super. Et Et, dès que les conditions seront plus réunies pour que si l'orage commence à baisser d'intensité, l'effet d'aspiration diminue, ou s'il rencontre un air plus froid au sol, voilà, il y a différentes causes qui font que la tornade peut se détruire, mais ça, en général, ça se passe assez vite, quoi. En quelques secondes, on peut passer d'une tornade très forte à simplement un petit tube là, un petit reste de tourbillon qui est en train de mourir. Et ce qui est assez spectaculaire, c'est que quand la tornade meurt, enfin je dis meurt, c'est ouais, pas, c'est ça, elle ou ça finit reste? sa Oui. course en fait, le phénomène s'arrête. En fait, elle devient complètement fine et puis elle oscille un peu comme spaghetti en l'air quoi. Pendant quelques secondes, elle est vraiment, elle paraît sans plus aucune puissance quoi. C'est ça qui est, alors qu'elle a fait plein de dégâts avant. Ouais. Voilà, c'est Mm. assez rapide comme transition, mais c'est voilà. Je sais pas, il y a ça qui me vient par la tête. Est-ce qu'on peut avoir une tornade créée par des fonds marins, par quelque chose de marin, des océans? Je sais pas pourquoi ça me, j'ai pas. Alors, on peut avoir des tourbillons qui se créent dans l'eau, parce qu'en fait, l'eau est un fluide comme l'air, Mhm. simplement il est beaucoup plus visqueux. Donc on ne va pas atteindre ces vitesses-là. Euh, alors on peut avoir des tourbillons dans l'eau, bien sûr, mais peut-être à plus grande échelle, on va dire. Hein. Mm. Dans l'océan, il y a plein de cercles. Il n'y a pas de courant uniforme sur des dizaines de kilomètres. C'est souvent un ensemble continu de petits tourbillons, en fait. Justement, on revient encore à cet aspect de spirale. C'est Même ça. dans l'océan, Mm. même dans l'océan, en fait, ce qu'on appelle par exemple le Gulf Stream, qui est assez connu, là, ce courant chaud qui remonte vers l'Atlantique Nord, en fait, il faut pas l'imaginer ça, on trace souvent ça pour simplifier les choses, comme une longue langue d'eau chaude qui remonte vers l'Atlantique Nord. En fait, physiquement, concrètement, ça va pas être ça. Ça va pas Mm. être continu comme ça va être un enchaînement de petits tourbillons qui vont remonter vers l'Atlantique Nord. Donc, on revient encore à ces tourbillons, Ouais, cette fameuse spirale. mais qui sont loin d'atteindre les vitesses de l'air, en fait. C'est plutôt là de l'ordre du centimètre par seconde ou du mètre par seconde, mais voilà, ça reste beaucoup plus faible dans l'océan. Mm. Ah, du coup, ce que je voudrais savoir, Alexandre, justement, comme je disais au début de cette vidéo, tu étais dans la rencontre Aéra avec Boumedienne Benaya, qui est islamologue, qui parlait du soufisme, du souffle, et Jacques Michaud, qui est ostéopathe, et qui parlait des vortex, justement, qu'on a dans le corps. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a interpellé en lien avec ce que tu pratiques par rapport à ce qui a été dit avec eux deux, ou est-ce qu'il y a tu trouves qu'il y a une séparation, ou justement, au contraire, il y a une harmonie, il y a un lien, tu vois, commun entre ce qui a été dit avec les deux autres intervenants. Non, justement, ce qui m'a étonné, c'est le fait justement d'avoir une sorte de continuum entre les trois branches, un peu de spécialité de chacun. Euh, Moi, j'étais quelqu'un de très cantonné, très terre à terre sur la partie physique. Et c'est vrai que si on reprend par exemple ce que disait Jacques sur les tourbillons qu'on peut avoir dans le corps, en fait c'est un continuum, c'est parce que ce qu'on respire c'est de l'air, et c'est l'air Mm, qui fait aussi les phénomènes météorologiques. mm, Donc il y a un comportement de l'air
qui va aussi se manifester en tourbillon dans le corps, dans les poumons, comme ce qui est montré sur ces diapositives. En fait, quand on aspire de l'air, on le fait accélérer dans la trachée jusque vers les poumons et il va se comporter à nouveau comme un déséquilibre, il va vouloir rétablir ça. Et le fait de l'aspirer, le fait d'accélérer sa vitesse entre l'extérieur et puis l'intérieur du corps, ça va lui donner un aspect tourbillonnaire aussi, qui va se diffuser au fur et à mesure que l'air va atteindre les poumons. L'espace est beaucoup plus réduit, mais on a quand même aussi des cavités qui font qu'on aura des micro-tourbillons. Alors on n'est plus du tout à des vitesses tornadiques, hein, on est de l'ordre du millimètre par seconde, mais si on pouvait mesurer ou visualiser ces flux, en fait, on verrait des micro-tourbillons, hein. Voilà, Mmh. donc on revient toujours, en fait, voilà, c'est un espace continu entre le phénomène météorologique et la grande échelle, jusqu'à la petite échelle du corps, où on a ces tourbillons qui se forment dans l'air qu'on inspire, et aussi dans le sang qui circule, puisque c'est encore une histoire de fluide qui fait aussi des petits tourbillons dans le corps. Donc, non, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une continuité entre tout ce que tous les trois ont raconté. Ouais, c'était beau et c'est vrai qu'on a interrogé aussi j'ai interrogé Jacques aussi dans une vidéo comme toi pour aller bien au-delà d'aussi de ce qu'il avait dit et c'est vrai on a été restés épatés dans le fait que la lettre en arabe du souffle, c'est un poumon et ça fait vraiment une forme aussi de la base d'un tourbillon, quoi. Ça fait vraiment, 2 cavités où ça commence à partir et je trouve ça, voilà, c'est quand même assez impressionnant de voir que cette spirale, ce souffle, il est partout, quoi. Il Oui, Et ça, c'était voilà et donc du coup et hem et donc c'est sûr que j'aurais plein de questions à te poser, mon cher Alex. Mais est-ce que toi, tu veux rajouter quelque chose? Parce que voilà, le temps est limité. Est-ce que toi, tu veux rajouter par rapport à tout ça? Par rapport à, par exemple, on va dire que ce tourbillon aussi que tu as vécu à Merkaba, qu'est-ce que tu en pe tu peux dire aussi ce que tu en penses en toute honnêteté, tout va bien. Mais je trouve ça aussi, intéressant de partager, ce tourbillon que tu as vécu parmi nous, pendant enfin qu'on a vécu tous ensemble pendant 2 jours aussi. Je sais pas, ce que tu veux oui, c'est vrai que j'arrivais là-bas un peu en tant que météo, comme je disais, très terre à terre, très scientifique. Et puis, je me suis aperçu comme ce que je disais, de la connexion de plein de phénomènes et plein de branches, en fait, que ce soit spirituel ou scientifique, de plein de connexions avec ce tourbillon-là. Et j'avais pas du tout imaginé, en fait, retrouver cet espace continu, comme ce qu'on disait, entre toutes ces personnes qui ont réussi à parler de façon très bien, très claire sur tout ce qu'on pouvait dire autour du tourbillon et ça m'a passionné parce que voilà, je suis reparti de là vraiment avec la tête pleine de nouveautés, un esprit plus ouvert. mmh, Et non, c'était vraiment impressionnant tout ce qu'on a pu dire autour de ce tourbillon mmh, et qui fait le lien entre on a vu aussi quelqu'un qui avait une photo qui montrait donc un arbre qui allait dans le sol, et c'est donc ce qui faisait ce lien un peu entre la terre aussi, où on peut avoir aussi des aspects qui évoquent le tourbillon, jusqu'à l'esprit, jusqu'à la dimension spirituelle aussi, où on a toujours ce tourbillon qui est symbolisé par quelque chose, et comme si chacun de son côté avait évoqué ce tourbillon, et que justement, à ce week-end de Merkaba, on avait pu mettre en commun ces gens qui s'étaient pas forcément rencontrés avant et qui mmh, parlaient un peu de la même chose. mmh, Chacun dans ses domaines différents, mais avec un avec un point commun de ce tourbillon, de cette forme vraiment, universelle, on va dire. Ouais, mmh, c'est ce qui m'a marqué le plus, cette harmonie entre tout ce que ces gens qui sont d'horizons très différents et qui arrivent à parler de la même chose, avec, tout un tas de complexités, mais aussi ouais, c'est ça, c'est ce qui m'a marqué le plus, je pense. mmh. Ah super, ouais, c'est vrai que c'est une richesse d'avoir, quand même 18 intervenants de communautés de savoirs différentes et de pouvoir partager, surtout que vous êtes 3 par rencontre, 3 intervenants, voilà, de savoirs différents et de partager une thématique et c'est là où c'est une grande richesse parce qu'on apprend tellement de 10 000 choses et on s'aperçoit que, ben, on est tous reliés les uns aux autres, soit par nos connaissances, soit par notre manière de penser et ou d'agir et ça c'est magnifique, quoi. Ça c'est quand même, c'est une grande richesse et c'est vrai que, ben, on est super nous, Béatrice, Karine et moi, ravis de pouvoir vous accueillir, vous tous différemment, de communautés de savoirs différentes. Donc voilà, donc ça, c'est pour nous, c'est aussi une très grande richesse pour nous.
Ça, c'est vraiment super et on vous remercie à tous d'être là. Et du coup, mon cher Alexandre, je voudrais terminer par, où, tu m'as interpellée par un moment dans lorsque tu as dit: «Écoutez, alors moi je suis pas du tout dans le sacré, hein», comme tu dis, moi je suis quelqu'un de voilà, de terre à terre, mais n'empêche qu'avant, les ancêtres, ils regardaient, le vent, ils écoutaient la nature et tout. Ils étaient vraiment reliés à cette nature-là pour pouvoir savoir si demain, bah, ils allaient chasser, ils allaient pêcher ou et cetera et cetera. Alors du coup, maintenant, je voulais savoir quel est ton lien comme ça avec, ce côté ancestral sacré de la de la nature, enfin du vent, de la météo? C'est vrai que c'est, quelque chose qui peut marquer, enfin, on peut avoir le sentiment qu'à l'époque, en fait, il n'y avait pas de météorologue, évidemment, ça n'existait pas. Les gens étaient souvent en train de travailler la terre et puis ou en tout cas des pêcheurs ou et cetera, donc tout un tas d'activités très météo-dépendantes déjà à l'époque. Donc en fait, c'est leur survie dépendait de ce qu'ils pouvaient récolter. Donc forcément, ils faisaient attention à la météo et puis ils étaient toujours dehors, donc ils avaient, remarqué des choses, des phénomènes en regardant la couleur du ciel le soir, je sais pas, des formes de nuages qui commençaient à avoir fait un lien, en tout cas, entre, bon, en tout cas pour ce qu'on appelle maintenant la prévision immédiate, ce qui pourrait se passer dans les prochaines heures, juste en regardant le ciel, quoi. Mmh. Donc, avec le recul d'aujourd'hui, c'est vrai que on peut penser qu'on a un peu perdu ça. Néanmoins, en météo, lire dans le ciel, ce que je peux appeler comme ça, c'est-à-dire voir la forme des nuages, regarder le sens du vent, et cetera, ça nous apprend beaucoup de choses sur ce qui va se passer. Mmh. Quand on arrive à l'interpréter, et soit à force de regarder, soit avec un petit minimum de connaissances, mais rien qu'en regardant, et on arrive à se faire une idée, à comprendre aussi les phénomènes physiques qui se cachent derrière aujourd'hui. Mais le ciel, il nous apprend énormément de choses. Justement, quand on est chasseur d'orage, hein, dans une communauté de chasseurs d'orage, eh bien, pour savoir comment un orage va évoluer, la forme des nuages, le sens du vent, l'évolution des températures, enfin tout ce qu'on peut regarder visuellement, ça nous apprend plein de choses sur le concret qui va se passer, quoi, sur l'évolution à très court terme de la météo. Et ça reste vraiment un aspect très important. Il faut pas perdre de vue, pas perdre cet aspect qui nous relie à l'extérieur, parce que la météo, c'est à l'extérieur. Donc voilà, on peut rester toute la journée sur un ordinateur. Si on va pas dehors pour voir ce qui se passe, il y a un moment donné, ça marchera pas. Donc Mmh. il faut garder ce contact avec la nature, avec l'extérieur, et ça nous apprend beaucoup de choses. Ouais. Ouais, super, super. Bah, mon cher Alex, est-ce que tu veux dire un petit mot de fin? Dis-moi, est-ce que tu avais de conclure, sur quelque chose, concernant la spirale ou autre? Dis-moi. Tu as la parole. Merci. Alors, un dernier petit mot, ben, on a appris énormément, on sait énormément de choses. En tout cas, pour le côté météo, on a appris énormément de choses. On a développé la connaissance des phénomènes physiques sur la tornade, sur la spirale. On en sait beaucoup plus qu'avant. Néanmoins, il reste encore des choses qui sont pas bien connues, qui restent encore une sorte de mystère pour la météorologie. Et on essaie de les percer petit à petit. Mais ce sont des phénomènes très, très compliqués à mesurer. Donc, on a encore beaucoup d'années devant nous avant de percer vraiment la connaissance absolue de la tornade. Il y a encore une part de «mystère» entre guillemets sur ces phénomènes-là. Donc, voilà, il y a encore beaucoup de beaux jours, de découvertes à faire sur ces spirales. Ah, génial, génial. En tout cas, bah, écoute, Alexandre, merci, merci beaucoup, d'avoir répondu à ces quelques questions. J'ai envie de te dire que je préfère plein de vidéos avec toi parce que j'aurais plein de questions. Moi, je suis une grande curieuse et je pense que tout le monde aurait plein de questions à te poser. Mais pourquoi pas? Écoute, hein, on verra. Et Avec plaisir. voilà et donc bien entendu, bah, tu vas nous partager, si tu en envie, comme tu l'as confirmé, des belles photos que je pourrais mettre, à la fin de cette vidéo. Donc tu imagines bien que Karine et Béatrice se joignent à moi pour te remercier, pour te saluer et te dire à très, très, très bientôt, mon cher Alexandre et merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous ce soir. Merci. Mais avec plaisir. À très vite, Alexandre. À très vite. Merci.